Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Les Nouvelles Voix. Et cette fois-ci, c'est une ou un nouvel interview, je ne sais pas comment on dit, certaines personnes disent une, d'autres personnes disent un interview, voilà, je ne sais pas, moi je vais dire une, dites-moi comment vous dites. En tout cas, donc cette semaine, c'est une nouvelle interview où j'ai le plaisir de recevoir Julie, qui est la créatrice du podcast du doux nom de Vénus et Piételle la chatte. Son podcast a pour objectif de déconstruire l'histoire de l'art occidental avec un regard féministe et de la vulgariser pour que tout le monde puisse y comprendre quelque chose. Le podcast de Julie s'est très vite développé et comptabilise chaque mois des dizaines de milliers d'écoutes et plus de 22 000 personnes la suivent sur Instagram. Ça, c'est pour la partie chiffres. Avec Julie, on a parlé de comment créer un podcast de vulgarisation en indépendante, de comment parler d'art sans en montrer, et de comment développer rapidement une communauté engagée. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation, alors j'espère qu'elle vous plaira également. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si c'est le cas. Avant de vous laisser avec ma conversation, comme d'habitude, je voulais remercier donc l'une d'entre vous pour son commentaire. Cette fois-ci, il s'agit de Salomé857 qui m'a laissé un gentil commentaire donc sur Apple Podcast. Salomé dit « Une mine d'informations. Merci Anastasia pour ce podcast. Tu nous donnes énormément d'outils et d'informations qui sont très utiles pour lancer son podcast ou s'améliorer pour les prochains épisodes avec un petit emoji cœur. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Merci Salomé, vraiment ça me fait énormément plaisir. Merci déjà à toi pour ton écoute et puis merci pour ce commentaire qui me fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, si vous aussi vous trouvez ce podcast utile, que ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit en MP sur Instagram ou par mail également, ou alors me laisser un commentaire comme Salomé sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage vraiment à continuer tout ça. Allez, assez parlé, je vous laisse tout de suite avec ma conversation avec Julie. Donc bonjour Julie. Salut Anastasia. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour partager ton expérience de podcasteuse, donc avec ton podcast qui s'appelle Vénus et Piételle la chatte. Et je suis ravie de te recevoir sur Les Nouvelles Voix. Moi aussi je suis ravie d'être là. Donc Julie, tu es la créatrice du podcast Vénus et Piételle la chatte, qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Est-ce que tu pourrais, avant de parler de ton podcast, nous parler un petit peu de toi en tant que personne humaine? Qui es-tu? Moi je suis donc une personne humaine, exactement. C'est une très bonne définition. J'ai 33 ans, j'habite à Berlin. Et j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais il y a assez longtemps. J'ai travaillé dans le marché de l'art, j'ai trouvé le boulot de mes rêves sur le papier, dans une galerie d'art spécialisée années 20, années 30, donc hyper niche, mais moi j'adorais. Et donc voilà, j'avais un peu une voie toute tracée après l'école du Louvre, machin. Et puis en fait, ça s'est pas très bien passé, c'est même carrément mal passé, parce que moi je venais d'une famille classe moyenne, banlieue parisienne, avec des parents qui travaillaient à l'hôpital. Enfin, tu vois, a priori, j'avais pas du tout tous les codes en fait du marché de l'art, du milieu parisien, tout ça, et donc classisme plus sexisme. Et en gros, la belle aventure du marché de l'art s'est arrêtée là pour moi. Et j'ai démissionné, je suis allée m'installer à Berlin. Et donc aujourd'hui, ouais, je fais ce podcast, mais c'est un peu un hasard, quoi. C'était pas un truc dont je rêvais depuis hyper longtemps. C'est juste une fois que j'ai eu l'idée, je m'y suis mise et j'ai beaucoup bossé. Et maintenant, c'est cool. J'ai été vachement bien entourée aussi. Et maintenant, ça fonctionne bien. Je suis trop contente. Ouais, c'est clair. Trop bien. Le premier épisode de ton podcast est sorti en décembre 2019.
2019, donc ça fait même pas un an. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est ce podcast et nous dire comment est-ce que t'es venue cette idée en fait? C'est un podcast qui, tu l'as dit, qui déconstruit l'histoire de l'art occidental, donc ça résume assez bien le propos. C'est que en fait, pendant et après mes études d'histoire de l'art, j'ai jamais remis en question en fait ce qu'on m'avait appris à l'école. Et quand je suis partie m'installer à Berlin et que j'ai quitté le milieu de l'art, j'ai un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, quoi. J'ai pu mis les pieds dans les musées pendant plusieurs années. Et entre-temps, je suis devenue féministe et j'ai vachement lu sur la question, je me suis documentée, je suis devenue militante. Et en fait, quand les musées ont commencé à me manquer et que j'ai commencé à y retourner, c'est là que ça m'a frappée, en fait. Je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de femmes à poil dans les tableaux et genre, mais sans raison, en fait. Tu regardes le déjeuner sur l'herbe, c'est 3 personnes qui font un pique-nique, 2 hommes habillés et une meuf à poil, en fait, et ça n'a pas de bon sens. Tu vois. C'est quelque chose que t'avais jamais remis en question, en fait, pendant tes études, c'est ça? Non, en fait, c'est même que c'était un impensé, en fait. C'est que la question s'était jamais posée parce que si tu veux, comme on t'en parle pas et que en tant que étudiante, t'es aussi encouragée à apprendre, mais apprendre, ça passe par écouter ce que disent tes profs, en fait. Tu vois, et c'était vraiment un impensé, en fait. Juste des choses qui ne sont jamais mentionnées, jamais dites, et du coup, qui n'existent pas, en fait. Tant que tu sais pas qu'elles existent, c'est compliqué de découvrir soi-même. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai pas découvert l'eau chaude, hein. Il y avait plein de gens qui s'y étaient penchés sur la question de façon hyper scientifique, documentée et tout. Mais simplement que j'ai découvert que c'était déjà beaucoup anglophone. Il y a Linda Nochlin et John Berger qui avaient fait énormément de choses pour la place des femmes dans l'histoire de l'art, la façon dont elles sont représentées, le fait qu'il y ait très peu de femmes artistes et d'expliquer que ça n'a rien à voir avec le talent, en fait, que c'est juste de la mauvaise foi de dire ça. C'est de l'ignorance de dire ça, tu vois. C'est que s'il y a moins de femmes artistes, en fait, c'est parce que elles ont historiquement pas eu accès aux conditions socio-économiques qui permettent d'être des artistes, en fait. C'est-à-dire, en gros, de l'indépendance financière et du temps et un espace à soi. Parce que il faut de l'espace mental, financier et physique, en fait, pour créer. Et quand tu vis dans une maison et que t'as ton mari dans une chambre et les gosses dans l'autre et que tu dois t'occuper de la maison, tu peux pas, en fait. C'est tout simplement ça. Et donc, voilà, bref, je digresse, mais je me suis rendu compte de ça. Et en fait, c'était hyper intéressant. Moi, ça a été une énorme bouffée d'air frais, en fait, de découvrir toute cette documentation, tous ces gens qui avaient déjà travaillé sur le sujet. Mais en fait, c'était déjà anglophone, souvent, et c'était quand même vachement restreint au milieu universitaire. C'est-à-dire que c'est des livres qui sont pas forcément connus du grand public. Et moi, mon idée, c'était, ça peut avoir l'air arrogant et ça l'est pas du tout dans mon esprit, mais c'était vraiment de faire quelque chose de grand public, accessible, vulgarisateur, tu vois, dans le bon sens du terme, quoi. Que ce soit pas quelque chose qui reste cantonné à des sphères d'universitaires, de chercheurs, chercheuses, quoi. Que ça s'adresse vraiment à mes copines, en fait. C'était vraiment un truc. Le public, c'est ça, c'est moi, faire un truc qui m'avait manqué et qui m'intéresse et que j'aurais aimé entendre pendant mes études. Et mes potes qui sont féministes et qui s'intéressent pas à l'histoire de l'art parce qu'elles se sentent pas concernées, elles ont l'impression que c'est un truc de vieux mecs blancs et elles ont pas tort, hein. Mais c'était vraiment ça, moi, mon objectif, tu vois, de faire un contenu qui intéresse des gens qui a priori s'intéressent pas à l'histoire de l'art, mais que ces personnes puissent comprendre et qu'elles trouvent ça cool, en fait. C'était vraiment ça l'objectif. Et d'où t'es venue l'idée de ce titre? Pourquoi ce titre-là? Mais alors le titre, il m'est venu comme une évidence. Honnêtement, c'était la seule certitude depuis le début. Après, j'ai décortiqué et tout parce que j'adorais le titre, je trouvais trop bien et tout. Et après, j'ai décortiqué mais l'explication, elle est venue après, si tu veux. C'est qu'en fait, Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la beauté et qui a été depuis en gros le 16e siècle jusqu'au 18-19e, qui a été représentée en fait sous toutes ses coutures, tout le temps nue, tout le temps à sa toilette, devant un miroir et tout. Et en fait, qui a toujours incarné d'une époque à l'autre les canons de beauté. Et donc, elle a toujours servi de prétexte, en fait, mythologique, historique, pour, en fait, représenter une femme à poil et se rincer l'œil. Enfin, je caricature un peu, mais souvent, les commandes de tableaux de Vénus étaient commandées par des rois, des aristocrates. C'était un support de désir. C'était un support de fantasme. Enfin, Ils avaient pas Internet à l'époque. Oui, voilà. Non, mais j'irais pas jusqu'à faire un parallèle avec le porno ou quoi. Mais il y avait cette dimension-là, en fait, c'est des œuvres qui ont été créées par des hommes pour des hommes et qui sont complètement empreintes, en fait, de male gaze, de regard masculin. Et donc, il y a toujours eu cette idée de Vénus, c'est l'incarnation, quoi, par essence, des critères du regard masculin de chaque époque. Et je me suis dit que comme en ce moment, mais c'est très récent, la mode est à la police, à l'épilation totale et tout, je me suis demandé si Vénus s'épilait la chatte. Voilà, c'est génial. C'est aussi simple que ça. Trop bien. Et du coup, tu parlais du fait que tu as développé ta culture féministe avec le temps. Est-ce que tu dirais que les podcasts t'ont aidé justement à développer ce côté féministe? Ouais, énormément.
Mais je trouve que le podcast, enfin, je sais pas, c'est vraiment un espace de liberté qui est incroyable, en fait. Enfin, qui a pas d'équivalent. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais pas. Il y a peut-être le blog, mais le blog, tu trouves pas autant d'audience. C'est vachement plus compliqué. Et c'est aussi plus exigeant pour l'audience, tu vois. Moi, c'était une première idée, en fait, de faire un blog ou, enfin, quelque chose d'écrit, en tout cas, parce que j'étais plus à l'aise, a priori, avec l'écrit, parce que c'est mes études et que j'ai une formation académique et ça me semblait plus facile d'expliquer tout ça, en écrivant. Et en fait, le podcast, il y a un truc, en fait, tu peux dire énormément de choses en très peu de temps et de façon très simple et toucher plein de gens. Et ça, c'est génial et vraiment, je connais pas d'autre équivalent. Et moi, dans mon apprentissage féministe, ouais, il y a un podcast à soi qui a eu un rôle énorme. Enfin, quand je l'ai découvert, j'étais déjà quand même bien hystérique déjà, tu vois. Mais quand même, ça reste, moi, je trouve, une ressource hyper précieuse. Enfin, moi, j'aime les choses qui prennent du temps, tu vois, qui vont dans le détail, qui creusent vachement et tout. Enfin, vraiment, les trucs hyper... c'est pas introspectif le bon terme, mais tu vois, c'est cette idée, c'est vraiment d'aller chercher loin et tout, et en même temps ça reste super accessible quand tu l'écoutes, mais ça t'emmène vachement loin. J'adore quoi, et c'est celui auquel je pense, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais vraiment moi, une partie de mes connaissances entre guillemets, mais pas que féministes, ça vient des podcasts en fait. Mais même maintenant, parfois quand j'ai envie de me renseigner sur un sujet, souvent je commence par des podcasts en fait. Donc tu vas pas aller sur Google forcément. En fait, je vais commencer par aller sur Google et sur Wikipédia parce que c'est le réflexe, et quand tu veux des infos vraiment factuelles, c'est super. Et rapide, mais quand tu veux creuser un peu plus, en fait, tu le tapes en mots-clés dans ton app de podcast et là, direct, t'as en un épisode d'une demi-heure, bah tu vas pouvoir trouver des infos hyper poussée, hyper précise. Bon, ça marche pas avec tous les sujets, mais il y a déjà en fait un énorme travail qui a été fait de la part de la personne qui a fait cet épisode, et du coup je trouve que tu arrives à des choses hyper complètes en très peu de temps. Enfin moi je trouve que c'est vraiment un outil génial quoi. Et t'as de tout, c'est hyper marrant aussi. Enfin moi j'ai une passion pour À bientôt de te revoir de Sophie-Marie Larouille, et tu vois, et ça c'est 40-50 minutes juste où tu te bidonnes en fait. Enfin je trouve que ouais, il y a que le podcast qui permet de faire ça quoi. Avec le blog, effectivement, ça va être de la lecture, tu peux moins communiquer aussi des émotions. Tu peux moins faire passer des messages. Bon, après, moi, je suis dans le podcast aussi, alors voilà. Pourquoi est-ce que t'as choisi le podcast? T'aurais pu choisir aussi de faire une chaîne YouTube. Alors, le podcast, en vrai, c'est même pas mon idée. C'est l'idée de ma pote Anne-Lise, qui est maintenant la chef de projet de Vénus. Et c'est qu'en fait, moi, quand j'ai eu cette espèce de révélation, en me rendant compte que dans les musées, il y avait plein d'œuvres sexistes qui représentaient des viols et que c'était hyper mal présenté et qu'il fallait en parler et que l'histoire de l'art était pas neutre et contribuait aussi à asseoir des dominations. Bref, quand je me suis rendu compte de tout ça, moi, ma première idée, c'était d'écrire un livre. Justement parce que j'avais cette idée de l'écrit, ça me parle et moi, j'aime bien travailler toute seule dans mon coin, je suis hyper laborieuse et voilà, et ça me plaisait bien. Et j'en ai parlé à Annelise et en fait elle m'a dit mais t'as pas de réseau, tu connais pas d'éditeurs, d'éditrices, ça existe plus vraiment en fait tu vois, d'écrire ton livre dans ton coin pendant 2 ans et après d'aller démarcher des maisons d'édition en fait. Et elle avait complètement raison et elle me dit mais en fait fais un podcast. C'est au moins t'auras un retour direct, toi tu vas vachement plus t'amuser à le faire, tu pourras traiter plein de sujets, et si ça plaît pas tu le sauras tout de suite en fait, t'auras pas perdu 2 ans de ta vie. Et en fait elle avait carrément raison, enfin c'était le bon sens même quoi. Et moi quand elle m'a dit ça m'a fait une espèce de, je sais pas, tu sais, genre un truc qui tape, je sais pas, t'es là genre waouh, c'est de trop... révélation. Ouais, mais en même temps de trouille, tu vois. Moi, j'aime trop les podcasts. C'est vraiment un format avec lequel j'ai accroché hyper tôt. Et j'en écoute, honnêtement, 5 par jour, tu vois. Enfin, ça fait vraiment partie de ma vie, mais depuis vraiment longtemps. Enfin, pas longtemps parce que c'est pas vieux comme format, mais je dirais 4-5 ans où j'en écoute vraiment tous les jours. Et du coup, il y avait un truc de, ouais, c'est une évidence. Et en même temps, merde, ça me fait peur, tu vois, parce que je sais pas comment dire, je me sentais pas du tout légitime. J'étais là, mais puis c'est un métier aussi. Qu'est-ce qui te faisait peur justement? Il y avait la question de la légitimité et la question de, bah tu vois, moi j'étais là, bah comment ça marche en fait. Moi je pensais vraiment que tu branchais un micro sur ton téléphone. J'avais pas les connaissances en fait. Après ça s'apprend, hein. Mais sur le moment, il a fallu plusieurs mois de process, si tu veux, entre le moment où elle m'a donné cette idée et le moment où je m'y suis vraiment mise, parce que j'étais un peu désemparée quoi. C'est le temps d'accepter l'idée que tu vas parler, que tu vas utiliser ta voix, que tu vas peut-être te mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Et aussi, déjà, ça aussi. C'est ça. Et déjà, ça, c'était dur. Et du coup, pardon, j'ai pas répondu à ta question sur la chaîne YouTube. C'est qu'alors, moi, montrer ma tête, j'ai trop de mal, quoi. Mais j'adore, en plus, regarder YouTube. Il y a des gens que je suis, pareil, depuis hyper longtemps et que j'aime trop. Enfin, ça fait un peu fangirl, groupie de dire ça, mais il y a vraiment des chaînes que j'adore, tu vois, genre la carologie et tout. J'adore, je suis trop une fangirl. Mais moi, je me sens incapable de me montrer. J'adore aussi en histoire de l'art, comment elle s'appelle, Nart.
c'est trop bien. C'est une chaîne qui parle d'histoire de l'art, mais pareil, en hyper vulgarisé, mais c'est super documenté, c'est génial. Moi, j'aime trop, vraiment, j'ai une passion pour cette chaîne, mais moi, je me sentais complètement incapable de faire ça, quoi. Et je pense que je veux pas faire généralité, mais dans mon cas, je suis pas une personne, j'aime pas trop être visible, j'aime pas trop me mettre en scène, j'aime pas trop être au centre de l'attention. Si par exemple, j'enregistrais un épisode en public, je serais morte de trouille, mais je serais ravie de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, je le fais pas parce que j'ai trop peur, hein, vraiment, pour être 100% honnête, voilà, on en est là. Il y a ce côté avec le podcast, ça fait moins peur, en fait, parce que t'es seule derrière ton micro. Exactement, et moi, ça me plaît trop, en fait, d'avoir cette sécurité. Moi, je le vis vraiment comme une sécurité, en fait, et comme une protection, parce que du coup, je décide exactement ce que je vais dire. Tout ce que je dis, c'est aussi vachement écrit. Donc j'écris une fois, j'enregistre, ensuite je réécoute et ça me plaît pas, donc je réécris, je réenregistre. C'est-à-dire qu'au final, j'ai la main à 100% sur ce que je fais et je m'implique, évidemment que je m'implique énormément émotionnellement et tu vois tout ce que je dis et chercher et du coup je l'assume et tout, mais je peux pas imaginer de mettre mon visage et mon corps et je sais pas, de me mettre en scène et tout, je sais pas, Sur ton compte Instagram, t'as montré ta tête là il y a très peu de temps. Alors que t'as ce compte, pas depuis hyper longtemps du coup, mais depuis presque 1 an. Un peu plus parce que le compte, je l'avais ouvert 6 mois quasiment, donc ça fait bientôt 1 an et demi en fait que le compte existe, ouais. Et donc seulement là maintenant t'as osé montrer à quoi tu ressembles. Ah mais c'était un gros pas, hein. C'est ça. C'est step by step, quoi. C'est bien. Ouais, c'est un gros pas. Non, mais je pense aussi, en tant que féministe, je suis vachement... encore une fois, je veux pas faire de généralité, je parle que pour moi, mais je suis hyper sensible aux remarques sur le physique, en fait. Je veux pas qu'on me fasse de remarques sur mon physique ou quoi que ce soit. En bien ou en mal, hein, peu importe. C'est juste que le fait d'être en permanence évalué sur ton physique, c'est un truc que moi, je vis trop mal, en fait. Mais en tant que personne, hein, pas en tant que meuf qui fait un podcast, juste en tant que meuf tout court, je vis ça hyper mal, en fait. Qu'on me parle de mon physique, de mes fringues, de ma coiffure, de machin. Enfin, c'est un truc que j'ai vachement de mal à supporter. Et je pense que c'est vraiment une protection aussi de se planquer, entre guillemets, derrière un micro et d'être que une voix et que personne, en fait, puisse émettre de jugement ou de remarques, quelles qu'elles soient, sur ah, t'es pas bien coiffée ou ah, t'es habillée comme un sac. Oui, tu vois. Mais je crois que ça, c'est un truc que j'aurais trop de mal à gérer, quoi. Mais encore une fois, ça m'est personnel, hein. Mais alors, du coup, le podcast, c'est quand même un média audio. Que l'audio, on en parlait. Et l'art, par contre, c'est visuel. Donc, comment est-ce qu'on fait pour parler d'œuvres d'art sans les montrer, en fait? Comment est-ce que tu as réussi à trouver, justement, un équilibre par rapport à ça? Ah, mais ça, c'est la grande question parce que ça m'a empêché de dormir pendant des mois. Mais c'est possible si t'as un podcast, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est possible, ouais, carrément. Mais en fait, ça m'a vraiment occupé longtemps, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, dans la toute première version du tout premier épisode, je faisais des monologues à décrire des œuvres et honnêtement, c'était insupportable. Donc en fait, je me suis dit, faut pas que je fasse ça. J'essaye vraiment de prendre les infos les plus importantes et de résumer ça en 2-3 phrases, pas plus, tu vois. Et vraiment de choisir des œuvres, enfin celles dont je parle dans le podcast, en tout cas après Instagram c'est une autre étape et c'est hyper complémentaire, mais celles dont je parle dans le podcast, je fais vraiment un tri drastique pour prendre que celles qui vont venir appuyer une idée, un propos. Je me suis rendu compte que ouais, c'était pas possible de se perdre en détails de description et tout, c'est pas... Et des fois je me laisse tenter, hein, quand j'écris les scripts, je suis là, je me fais plaisir sur 10 lignes de description, je dis alors machin, là le dernier sur la grossesse, je me suis trop laissée embarquer. Ah, je l'ai pas encore écouté. Tu verras sur l'annonciation, je me suis fait un monologue à décrire les éléments symboliques de chaque truc et tout. Puis en réécoutant, j'étais là, mais qui ça intéresse? Enfin, c'est insupportable, franchement. Et du coup, j'ai vachement coupé, en fait. J'ai vachement coupé. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux le faire sur Instagram. C'est que t'as quand même besoin de décrire un minimum parce que vu que tu parles d'une œuvre, on a besoin de s'imaginer plus ou moins à quoi ça ressemble. Mais Instagram, c'est bien, c'est complémentaire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis quand même hyper contente d'avoir les deux. Et bon, c'était prévu mais il se trouve que ça marche bien. Mais du coup, bon, il y a aussi, je mets toutes les descriptions hyper détaillées, enfin tous les références détaillées dans les descriptions. Et il y a aussi la possibilité pour les personnes qui écoutent de chercher par elles-mêmes. Enfin, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit bien avant que je fasse un post sur telle ou telle œuvre, qui m'ont dit ça, je suis allée la voir. Tu vois, il y a pas d'injonction. Tu vois, les gens, s'ils ont pas envie de chercher, ils cherchent pas. Enfin, tu vois, c'est pas... En tout cas, on m'a jamais fait la remarque que c'était dur à comprendre. Et ça, j'en suis hyper contente. Mais du coup, je pense que ouais, c'est quand même vachement bien qu'il y ait le compte Insta à côté avec les visuels. Et du coup, ça complète. En plus,
pour les gens qui sont hyper fans, mais que c'est quand même une fanbase un peu restreinte, enfin c'est très cool, mais tu vois, tout le monde n'est pas au taquet sur tout ce que je dis et tout ce que je poste, quoi, et c'est normal. Donc il y a des gens qui sont à fond sur les deux et c'est hyper cool, mais je trouve aussi que ça touche deux audiences différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui sont pas sur Instagram, et il y a des gens qui suivent le compte et qui n'écoutent pas le podcast. Et du coup, je trouve ça cool aussi qu'il y ait plusieurs audiences qui prennent ce qu'elles ont envie de prendre à l'endroit qu'elles préfèrent, tu vois. C'est vrai que j'ai remarqué ça aussi pour mon podcast de vraie vie. Il y a des gens qui me suivent et qui sont presque pas étonnés que j'ai un podcast, parce que c'est quand même le but, mais c'est vrai qu'ils ont jamais écouté. Donc je trouve ça toujours intéressant de se dire ok, parce que c'est quand même un compte à la base pour ça. Mais toi, c'est plus que ça. Toi, tu vas vraiment parler, tu vas aborder tout sujet autour de ça, mais c'est pas uniquement sur le podcast, on va dire. Ouais, c'est pas uniquement sur le podcast. Bah, c'est aussi que j'ai commencé le compte. Ça, c'était prévu comme ça. C'était pas prévu que ça dure 6 mois, mais j'ai commencé le compte avant de lancer le podcast. Enfin, dès le début, j'ai pris ça vachement au sérieux, tu vois. C'était pas un loisir, quoi. C'était un truc où vraiment, j'avais envie de bosser, j'avais envie que ce soit bien et qu'il y ait une audience. Et je sais pas. Enfin, ça sonne hyper naïf, tu vois, mais j'avais envie d'être contente de moi, en fait, et d'arriver vraiment à un truc bien. Et donc, direct, j'ai pris ça vachement au sérieux. Tu vois, on parlait de matériel, c'est aussi pour ça que direct, j'ai investi dans du matériel hyper bien, parce que je me suis vachement investie, quoi, à tous les niveaux et dès le début. Et en fait, je pressentais que ça serait énormément de travail, le podcast, parce que j'y connaissais rien et que j'avais tout à apprendre, mais qu'en plus, mon format, il est quand même assez exigeant, parce qu'il y a beaucoup de recherche, beaucoup d'écriture et tout. Et bref, et du coup, en fait, comme j'avais l'intuition de tout ça, je me suis dit, bah, le compte Instagram, il va servir, en fait, à créer une communauté qui aura envie de l'écouter quand il sortira. Ah ouais, donc avant même la sortie, t'as commencé à créer du contenu autour de ça pour développer une communauté qui serait prête à aller écouter le podcast. Intelligent. Ouais. Et je pense que ça a vachement bien marché. Enfin, honnêtement, ça a marché au-delà de mes espérances, parce que, en fait, en 6 mois, il y avait déjà 10 000 abonnés. Enfin, tu vois, ça a trop bien marché. Et du coup, il y a eu direct quand même de bonnes écoutes sur le podcast. Alors, c'est rien comparé à des podcasts, tu vois, hyper connus, produits par des sociétés de production et tout. Mais quand même, pour un podcast indépendant, c'est quand même plutôt bien, et ça a été bien dès le début. Et je pense que c'est grâce à cette visibilité sur Instagram où, en fait, j'avoue que parfois c'était difficile, parce que c'était quand même vachement de boulot. J'ai fait un post et une story tous les jours pendant 6 mois. Donc c'était un énorme boulot, en fait. Il fallait faire les recherches, il fallait trouver les œuvres, il fallait trouver les stories en rapport. Et ça, j'ai une amie aussi qui m'a vachement aidée. On bosse plus ensemble depuis, parce que maintenant elle a aussi un vrai travail. Mais ouais, Susan, cette pote, elle a été super. J'aurais pas pu lancer tout ça sans elle, en fait. On faisait vraiment ça ensemble, en fait. Elle relisait tout, c'est elle qui trouvait les sujets pour les stories en rapport avec le post du jour et tout. Mais c'est vrai que c'était un rythme de travail hyper intense, en fait. Moi, je lui envoyais mon Google Doc tous les jeudis avec tous les posts de la semaine suivante. Elle me disait, comme elle est pas spécialiste de l'histoire de l'art, comme les gens qui suivaient le compte, en fait, c'était trop intéressant, parce qu'elle me disait, ça on comprend pas, ça c'est pas clair et tout. Et pour les stories, tu peux parler de ça. Elle t'aidait à vulgariser aussi. Ouais, exactement. Ouais. Et à trouver des parallèles aussi avec des situations contemporaines, ce qui est quand même un truc qui a toujours été là dès le début, que j'essaye aussi de faire dans le podcast. Mais du coup, c'est vrai que cette époque-là, je suis trop contente de l'avoir fait, et je pense que du coup, ouais, ça a marché au-delà de nos espérances. Mais c'est vrai que c'était hyper intense en rythme de travail. Et du coup, t'as mis combien de temps, justement? Combien de temps tu mets par épisode pour créer un épisode de A à Z? Parce que toi, il y a quand même un format hyper particulier. T'as des experts aussi qui interviennent. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de montage. Donc, est-ce que t'as réussi à calculer? Toujours pas. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, déjà, faut que je trouve une personne experte sur un sujet qui a déjà écrit dessus. Et ça, c'est un gros problème. Enfin, un gros problème, ça va, c'est pas un vrai problème. Ça prend du temps, parce qu'en fait, il y a plein de sujets qui restent des impensés et sur lesquels il n'y a pas encore eu de recherche et d'articles ou de livres, ou tu vois. Et donc, déjà, il faut essayer de trouver des personnes expertes, ensuite lire leurs livres, prendre des notes, préparer les questions, ensuite faire l'interview. Enfin, ça, c'est pas si différent de plein de podcasts, en fait. Mais après, ce qui est difficile, c'est que moi, avec le matériau de l'interview que j'ai, comme mon but, c'est de faire de la vulgarisation et que mes parents et mes potes puissent comprendre ce que je raconte, c'est d'écrire un script où je fais beaucoup de narration et où je remets en contexte et où j'explique, en fait, ce que me disent les experts. Moi, j'ai eu cette idée, cette envie de ce format dès le début.
Après, je me suis rendu compte que je pourrais faire un truc beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je pose des questions beaucoup plus simples aux experts, aux expertes, et que je leur demande de vulgariser directement. Mais en fait, ça, je me suis aussi rendu compte que c'est un métier. Interviewer, c'est un job. Et moi, je suis pas très bonne en interview, en fait. En fait, si tu veux faire un truc comme ça, avec un matériau qui est hyper de niche, que les gens du grand public connaissent pas et tout, en fait, moi, je trouve ça vachement plus compliqué que de faire ce que je fais finalement. Même si je savais le faire, ça me prendrait moins de temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être une manière de faire aussi qui est différente. Si tu leur demandais directement de vulgariser, peut-être que tu perdrais dans la qualité de ce qu'ils disent, ou je sais pas, ouais. Mais je pense que les deux sont possibles. Ouais, peut-être aussi. J'ai jamais envisagé de faire autrement, et du coup, ouais, effectivement, il y a un énorme travail d'écriture après, où chaque script fait une vingtaine de pages. Ah ouais. Ouais. Tu vois, faut structurer en fait ce que dit mon invité, ce que je dis moi, ce qu'il faut couper, ce qu'il faut garder. Bon, après, ça reste faire un podcast, donc le montage et tout, c'est comme tout le monde, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un format assez exigeant qui demande beaucoup de temps, et honnêtement, je suis incapable d'estimer combien de temps ça me prend. Mais c'est presque de la scénarisation au sens où j'exagère peut-être un peu, mais c'est au sens où tu dois savoir ton fil rouge, tu dois savoir, ok, je commence par là, je vais arriver là, et après faire avec le matériel que t'as des interviews, le mettre en lumière par rapport à ce que tu veux dire, enfin ouais, je comprends, c'est du taf, quoi. Ouais, c'est énormément de travail, ouais. Bah, je pense qu'en termes de temps, c'est un peu comme écrire un article universitaire, à peu près, tu vois. En termes de temps, de recherche et tout, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup, hein, aussi. C'est pas de la mauvaise volonté. Même si j'y étais à temps plein, et je peux pas y être à temps plein, mais même si j'y étais à temps plein, en fait, il me faudrait, je sais pas, peut-être 1 mois et demi. Enfin, tu vois, oui, d'accord, ouais, c'est pour énorme. tout lire, tout décortiquer, faire les retranscriptions. Après, il y a aussi les épisodes avec des invités qui sont pas francophones, où il y a tout le travail de doublage et tout. Enfin, bref, c'est beaucoup de temps. Quand tu t'es décidé à créer ton podcast, tu disais donc vouloir déconstruire l'histoire de l'art occidental avec un regard féministe et inclusif. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un objectif atteint ? Ah non, pas du tout. Parce que je sais pas dans quelle mesure ça peut être atteint un jour, mais pour moi, ce sera atteint quand il y aura des visites guidées dans les musées publics qui parleront de ce thème, en fait. Pour ça, il faut de l'argent, mais il faut aussi une volonté politique, en fait. Et on en est encore loin. Alors, il y a quelques initiatives pleines de bonne volonté par-ci, par-là, mais après, à ma petite échelle, moi, je pense que j'ai aidé certaines personnes à prendre conscience du fait que l'histoire de l'art n'était pas neutre et que c'était un domaine qui avait besoin aussi d'être questionner. Mais bon, moi, tu vois, même si le podcast marche très bien et que moi, je suis très heureuse comme ça reste une audience quand même restreinte, et c'est pas moi qui vais changer. Enfin, j'ai aucune prétention d'avoir le pouvoir de tout changer moi-même, tu vois. Je veux pas être pessimiste non plus. Il y a des trucs qui se font, qui sont hyper bien, tu vois. Là, l'année dernière, il y a eu une expo au Prado à Madrid sur 2 femmes artistes de la Renaissance italienne qui était hyper bien, tu vois, qui justement abordait cette question du genre, en fait, et que être une femme artiste, ça impliquait en fait tout un tas de difficultés et de contraintes qu'elles ont dû surmonter et qui en fait ont une répercussion dans leur façon de faire de la peinture, en fait. Parce qu'il y a des codes à respecter, il y a des risques qu'elles ne pouvaient pas prendre, et ça c'était vachement bien, tu vois. Donc je suis pas totalement pessimiste, hein, il y a des trucs qui se font, mais comme tous les trucs officiels où il faut de la volonté politique et de l'argent, bah c'est lent, quoi. Mais, comme tu dis, à ta petite échelle, t'arrives à vulgariser ça et à en parler, en fait, grâce à ce superbe support qu'est le podcast. Et ça, c'est déjà un très bel objectif. Enfin, pour moi, c'est atteint, au sens où, effectivement, c'est ce que tu fais dans ton podcast et que tu arrives à... Oui, d'un sens voilà, là, oui. C'était plus ça, le sens de la question, mais ouais, je comprends complètement. Oui, je suis partie un peu loin parce que moi, j'ai envie de voir ça dans les musées, en fait, maintenant. Peut-être que, justement, en grandissant cette communauté que t'as, en parlant, en continuant d'en parler, des choses vont commencer à se mettre en place, et effectivement, je suis d'accord avec toi, mais tout prend énormément de temps. Non, mais il y a déjà plein de choses qui se mettent en place, mais c'est que du coup, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui sont souvent des initiatives qui n'ont pas encore une échelle énorme, quoi. Mais en même temps, je dis ça, il y a les Guerilla Girls, tu vois, qui font le taf depuis 30 ans, donc il y a des trucs très bien qui existent, quoi. C'est juste, je suis impatiente, voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce podcast ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, et qu'est-ce que ça continue de t'apporter aujourd'hui ? Bah, c'est un peu émouvant de répondre à cette question parce que moi, comme j'ai toujours fait des jobs, d'abord dans le marché de l'art où j'étais un peu maltraitée et tout, on me prenait un peu pour une branleuse, tu vois.
Ensuite, j'ai fait que des jobs alimentaires où pareil, c'était pas très intéressant, donc tu fais le minimum. De toute façon, t'es mal payé, donc tu vas pas. Enfin, tu vois, je suis pas une petite soldate du capitaliste. En fait, moi, je m'en fous que mon patron il m'aime bien, quoi. Donc bon, je faisais un peu le minimum. Bref, et du coup, moi, j'ai toujours cru que j'étais une feignasse, tu vois, parce que c'est toujours l'image qu'on m'a renvoyée. Et en fait, non, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais genre vraiment pas. Et d'ailleurs, enfin, j'ai pas du tout un jugement moral sur les feignasses, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, je trouve ça très bien. Enfin, moi, mon état naturel, c'est de regarder Netflix en slip, donc ça me, voilà, ça me convient très bien, tu vois. Qui n'aime pas regarder Netflix en slip. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a vachement appris, moi, à me faire confiance, à savoir que j'étais capable de faire des trucs et que, en fait, quand j'avais envie que ça marche, bah, ça pouvait marcher et que j'étais pas condamnée à faire des trucs tout pourris et des boulots qui m'emmerdaient toute ma vie. Bon, bah, même si là, c'est encore le cas parce qu'il faut quand même bien payer le loyer, mais du coup, c'est vachement plus supportable. Et en fait, ça a vachement, je sais pas comment dire, remis les choses à leur place, en fait. Ça a vachement relativisé toutes ces années à me faire traiter un peu mal dans le milieu du travail, qui était juste, un milieu du travail qui était pas forcément fait pour moi, où en fait, j'avais l'impression qu'il y avait pas d'autres possibilités, qu'il y avait pas d'autres horizons. Et le podcast, bah oui, du coup, ça me prend énormément de temps, mais je le fais parce que ça m'apporte ça, en fait. Ça m'apporte le fait de pouvoir me dire, bah, en fait, j'ai des trucs intéressants à dire et il y a des gens qui ont envie de les écouter. Et moi, en fait, je suis trop bien quand un épisode est fini, mais moi, je suis refaite. Je suis épuisée, mais je suis refaite. Je me dis, waouh, j'ai fait ça, mais je suis trop contente, en fait. T'as hâte de le partager. Ouais, je suis trop. Alors, c'est à la fois hyper flippant à chaque fois parce que j'ai vraiment l'impression de, je sais pas, de un peu d'étaler tes tripes sur la table, tu vois. Donc c'est toujours flippant à chaque fois, mais en même temps, je suis trop contente parce que ça m'a appris aussi à vachement me faire confiance. Et quand il y a un truc que je sens pas, ben je vais pas tergiverser des plombs à me dire mais qu'est-ce que c'est, machin. Je dis ben non, je le sens pas, donc je le dis pas, je le fais pas. Et ça, c'est des trucs, je trouve qu'on t'apprend pas ni dans les études ni dans le milieu du travail capitaliste. Et moi, ça me fait vachement de bien en fait. Ou même des fois, il y a des trucs, je trouve ça un peu con, mais moi, ça me fait marrer. Bah je vais le laisser parce que ça me fait rire. Et tu vois, d'être un peu ta propre boussole et de te faire vachement plus confiance, moi ça m'a apporté ça et rien m'avait apporté ça avant en fait. C'est trop bien. Et ouais, c'est un peu émotionnant. C'est beau franchement. Depuis peu donc tu as lancé l'agenda Malpoli. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et dans quel but tu as lancé cet agenda Malpoli? L'agenda Malpoli, franchement, j'en suis trop contente, j'ai les larmes aux yeux. En fait, c'est un agenda dérivé du podcast Vénus et Piételle la chatte, mais qui est vraiment très très proche du podcast, c'est-à-dire qu'il y a du vrai contenu. Il y a 12 œuvres analysées qui reprennent, enfin ça reprend pas parce que c'est du contenu exclusif, mais qui reprennent un peu le format de ce que je fais sur Instagram, en plus détaillé, et qui en fait, toutes mises bout à bout, proposent une vue d'ensemble de l'histoire de l'art occidental à travers ce qu'elle peut avoir de sexiste et de raciste, et des parallèles avec des situations contemporaines, des références aussi pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Et on l'a fait avec mon amie Anne-Lise. Franchement, on a trop bossé, quoi. Il est trop beau. Il est trop beau. La couverture est en lin. Non, mais c'est vraiment un trop bel objet, quoi. Franchement, il est trop beau. Et en fait, il est en précommande sur Ulule jusqu'au 29 octobre. Et la vocation de cet agenda, bah, déjà, c'est d'avoir un objet Vénus en vrai, parce que Instagram et le podcast, c'est super, mais j'avoue que je suis trop contente d'avoir un objet en vrai. Mais c'est aussi de financer les saisons 2 et 3 de Vénus. Parce que en fait c'est un podcast, bah ça fait quasiment 1 an que je l'autofinance à grande majorité. Il y a un peu de pub, mais honnêtement les revenus sont plus symboliques qu'autre chose pour l'instant. Et du coup ça me coûte cher. Je commence à arriver un peu au bout de ce que moi je peux mettre dedans. C'est parce que tu délègues certaines choses, c'est ça? Bah c'est-à-dire qu'en fait le mixage je le délègue parce que je sais pas faire. Je délègue aussi une partie de la recherche de temps en temps, pas sur chaque épisode mais de temps en temps. Et surtout pour les épisodes anglophones. Il y a le doublage qui est fait par une comédienne et la prise de son parce que moi du coup j'habite à Berlin et cette comédienne habite à Paris et du coup la prise de son qui est faite par une autre personne à Paris et tout ça coûte cher. Enfin c'est normal de payer les gens. Moi je suis carrément pour payer les gens, voilà. Mais et de les payer plutôt correctement. Mais c'est vrai que là du coup j'ai quand même investi beaucoup d'argent dans ce podcast et je suis très contente de l'avoir fait et la question s'est pas posée. Mais c'est vrai que moi j'ai très envie de le continuer et de le continuer bien en continuant à payer bien les gens. Et le but de l'agenda Malpoli c'est ça en fait, c'est de réunir suffisamment d'argent pour avoir de quoi
tenir idéalement 2 saisons de plus, quoi. Je trouve ça absolument génial d'avoir un objet vraiment qui a été designé exprès, qui soit en lien avec ton podcast, mais c'est vraiment un bel objet. Et donc, si les auditeurs... Franchement, il est trop beau. Ouais, je mettrai le lien pour aller se le procurer avant le 29 octobre, du coup. Et puis pour soutenir aussi le podcast, parce qu'entre podcasteurs et podcasteuses, il faut se soutenir, surtout les indépendants. C'est un beau geste, en tout cas, si vous voulez. Merci beaucoup, c'est trop sympa. Je suis trop contente qu'il te plaise en plus. Moi, j'ai trop hâte de l'avoir. Et la petite carte aussi, qui va avec. Oui, c'est vrai qu'il vient avec une petite carte. Ouais. De toute beauté, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ma dernière question. C'est un peu la question bonus, qui n'a rien à voir avec le podcast, mais faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Ah ouais, alors non, en fait, non. Non. Après, on peut pas répondre comme ça en 2 minutes, tu vois. Mais en fait, le problème de séparer l'homme de l'artiste, c'est que ce discours, il émane toujours des mêmes personnes, qui sont des personnes semblables aux artistes mis en cause dans des affaires de viol et de violences sexuelles et tout. Donc, c'est aussi une façon de invisibiliser, décrédibiliser la parole des victimes. Et c'est toujours ce piédestal sur lequel on place les artistes. Et ça, c'est très français aussi. On a ce rapport très arrogant à notre propre culture et on imagine que les artistes sont des êtres supérieurs qui échappent à l'ensemble des lois et qui limite ont besoin d'être des violeurs pour créer. Et ça, faut vraiment qu'on sorte de ce bourbier parce que c'est pas possible en fait. On va pas avancer si on continue à donner la parole à ce genre de personnes. Et puis c'est une boucle en fait, c'est une boucle. Il y a pas de débat, il y a pas de réflexion. C'est des discussions complètement stériles qui contribuent juste à ne rien remettre en question et à garder le pouvoir de la part des personnes qui l'ont, quoi. Eh ben merci beaucoup Julie. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on retrouve tes épisodes si on veut écouter ton podcast ? T'es partout, j'imagine. Les épisodes, ils sont sur la plupart des plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ils sont sur Acast et sur le site de Vénus qui s'appelle venuslepodcast.com. Et pareil pour Instagram, c'est Vénus le podcast, c'est ça ? C'est ça, Vénus le podcast. Ouais. Parfait. Merci encore. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant vous connaissez les coulisses du podcast de Vénus et Pied-et-Telle la chatte. Ce qu'il faut en retenir. Si vous voulez faire un podcast où vous parlez de quelque chose qui se voit, mais forcément en version podcast, c'est plus compliqué, il faut alors faire un petit effort de description et vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux pour appuyer votre propos, votre description. Ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est possible. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, dont vous voulez vraiment parler et que vous prenez ce sujet, ce projet au sérieux, vous pourrez rapidement développer une audience en y mettant les efforts. En créant un podcast de vulgarisation, vous permettez à vos auditeurs d'accéder à des connaissances réservées à certaines personnes de base et vous contribuez à un changement des mentalités et ça, c'est très beau. Alors, allez-y. Voilà, j'espère que cette conversation vous a plu. Si vous le souhaitez, vous pouvez me proposer le ou la prochaine invitée du podcast. Pour cela, laissez-moi un commentaire directement sur Apple Podcast avec le nom de l'invité, ou vous pouvez également m'envoyer un message sur Instagram ou encore un email à anastasia@podcast-stories.fr. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à très bientôt.